Bonjour à toutes et bonjour à tous, et une très belle année à tout le monde. Comment ça va ? Bah ça va bien, bonne année à toi aussi, évidemment. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Alors moi c'est Romain, et à mes côtés je retrouve comme chaque semaine notre enfant des années 80, Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur de Originals. Là tu m'as pris comme un lapin dans les phares d'une voiture parce que c'était la blague que je voulais te répondre, je suis un enfant des années 80. Ah merde. Et du coup je sais pas ce que je veux dire. Mais oui, on va retourner un petit peu dans le temps. Et notre invité du jour, Johan Sardé, journaliste cinéma indépendant et anciennement rédacteur en chef de Allociné. Et enfant des années 80. Et enfant Aussi, des années 80 oui, aussi. Exactement. Évidemment. Et ravi d'être avec vous et meilleurs vœux à vous et puis à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Exactement. Au sommaire aujourd'hui, un gros plan sur la saison 5 de Stranger Things. Un gros morceau qui caracole en tête des tops de vues sur Netflix dans la plupart des pays. Et la conclusion de la série peut-être la plus emblématique de la plateforme ON Rouge. Vous retrouverez ensuite Gauthier pour sa chronique Les pieds dans le plat. Et de quoi tu nous parles du coup aujourd'hui, Gauthier ? Bah, je sais pas très bien comment je vais vous en parler, je vais essayer de tous vous embarquer là-dedans et faire un échange autour de comment qu'on fait pour bien terminer une série quand on sait que c'est la fin de la série et qu'on doit boucler les choses et être satisfaisant auprès de tout le monde. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est une illusion ? Je ne sais pas, on verra. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine et on terminera par l'interview Originals de notre invité en toute fin d'émission. Mais tout de suite, ça vient de tomber, c'est les news. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme en partenariat avec Cinéma Teaser. Disponible sur toutes vos plateformes de podcast et je rappelle que si vous aimez Originals, vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux, liker, commenter nos épisodes un petit peu partout. On a besoin de vous et notamment sur YouTube où ça y est enfin. Ça y est, Ça y est, on y est. Ça J'ai y est, vu. on y est. C'était notre cadeau de Noël. Bravo. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Originals, soit 51 épisodes, sur Originals Media, off comme officiel avec 2 F. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas mal. Canal+, écrase tout le monde. Disney+. Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça, j'aime bien. Et mes messieurs, ça vient de tomber. Ah, C'est pas vrai, ramasse-le alors. Mais ça vient de tomber. Quelle blague du début. Alors, je vous ai fait un truc un truc qui devrait vous plaire, enfant des années 80 au pluriel. C'est que les 3 news que j'ai, en fait, ce sont des remakes en série d'un film ou d'un truc qu'on a déjà vu. Ça en dit pas du tout long sur l'industrie. C'est vrai que c'est un peu déprimant dit comme ça, mais tu vas nous réjouir. Alors, je vais vous réjouir. Puis, pourquoi ? Parce que cette fois, on est chez AMC Network, donc on sait pas comment ça va atterrir chez nous, en tout cas de ce côté de l'Atlantique. Mais voilà, la chaîne AMC donc développe une adaptation télévisée d'un film culte de 91 qui s'appelle Point Break. Ah la vache. Ah ouais. Et alors cette fois, on oublie le remake un peu naze qu'il y a eu il y a quoi ? Il y a une dizaine C'était d'années. une Ouais, dizaine de d'années, 2015, ouais. pile poil, c'était très naze même. C'était vraiment pas bien. Là, non. Là, on venait sur la suite du film original avec Keanu Reeves et Patrick Swayze et le retour du gang des présidents. D'accord. Des On est anciens sur une présidents. suite. Sur une suite. Alors, c'est censé être une suite, tout à fait, qui se déroulerait en 2026, 35 ans après les événements du premier film, je rappelle, qui était de Catherine Bigelow, Ouais, tout à fait. mine de rien. Donc voilà, on sait pas encore sur quelle chaîne, mais c'est prévu pour 2026. Mais quelle drôle d'idée. Ouais, que, qu'est-ce qu'ils en vont fait- faire ? Ils vont faire du surf et Bah, des braquages. Surtout Point Break sans Body. Parce que sans spoiler, ça finissait pas très bien pour Body. Et pour Patrick Swayze non plus, Et pour hein. Patrick Swayze non plus. En fait, ça a pas trop de sens parce qu'en fait, le film tient sur la relation entre Johnny Utah, donc joué par Keanu Reeves à l'époque, et Body, joué par Patrick Swayze. Donc, si c'est juste pour faire une série de braquages, autant pas l'appeler Point Break, quoi. Voilà, en tout cas, ça revient. Et vous savez quoi ? Ça vient de tomber. Ah, qu'est-ce qui vient de tomber ? Ah, ben voilà. Qu'est-ce que Et ben là, du coup, c'est encore un film qu'on a déjà eu. Et même, il y en a eu plusieurs. Et ça devient une série. Ce sera une série qui est coproduite par France Télévisions et qui sera sur Disney+. C'est Lucky Luke Ah, d'accord. avec Alban Lenoir. Eh oui, mais oui, j'ai vu passer cette information. Entre autres. Donc c'est attendu au printemps 2026 et ça va se passer donc 15 ans après le Lucky Luke avec Jean Dujardin qu'on avait pu voir et ne pas s'en souvenir. Cette fois C'était c'est pas si mal. Ouah, c'était James Hutt, je crois. Ouais, tout à Ouais. fait. Donc là, Lucky Luke doit revenir et venir en aide à un personnage qui s'appelle Louise, une jeune femme de 18 ans qu'on annonce aussi attachante que imprévisible. Et ensemble, ils se lancent dans une quête à travers l'Ouest sauvage pour retrouver la maman de Louise qui a disparu mystérieusement. Évidemment, tout en déjouant un complot qui pourrait changer le cours de l'histoire des États-Unis. Et on nous annonce duel, course-poursuite
coup de boule, alliance inattendue avec les Dalton, l'arrivée de Billy the Kid, de Calamity Jane, et etc., etc. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'autour de Alban Lenoir, évidemment, la série, elle est réalisée par Benjamin Rocher et créée par Mathieu Leblanc. Et qu'on peut voir notamment Billy Blaine qui va jouer donc Louise, mais aussi Alice Aglioni, Jérôme Niel qui jouera Joe Dalton et Camille Chamou qui jouera Calamity Jane. Mais si c'est Alban Lenoir qui fait Lucky Luke, ça va être un Lucky Luke qui pète des gueules, pète des bras, fait des clés de trucs, tout ça. Il se sert pas vraiment de son flingue. Il a pas besoin. L'homme qui balance des bourres plus vite que son ombre, je ne sais pas. Mais c'est cool pour Alban Lenoir parce que moi c'est un comédien que j'aime beaucoup et c'est un peu notre Jason Statham à nous quoi. Un peu. Et en fait c'est cool de le voir prendre de plus en plus d'envergure comme ça. Gauthier, Balle perdue, c'est une des séries que tu avais rattrapé. J'ai kiffé. Pas une des séries de films. J'ai kiffé de fou. Je croyais que c'était des nanars, je les ai regardés les 3 à la suite, je me suis dit mais c'est génial. Bah ouais. Parce qu'en fait c'est des films d'action assumés, voilà, qui cherchent pas à surintellectualiser les choses, c'est juste de l'action comme Fréléricain mais avec des Français. Et pas trop de CGI, il y a beaucoup de trucs qui se passent en vrai, c'est assez impressionnant. Ouais. Et j'ai envie de faire une vanne, j'ai envie de dire que si après, c'est Louise, elle s'appelle, il lui apprend à tirer, Louise attaque. Voilà, ça c'est bon. Allez, très bien. Voilà, c'est très bien. T'en fais une par news Une par news, tirons à droite. Attention, ça vient de tomber. Ça vient de tomber. Qu'est-ce que c'est ? Ça tombe sur Prime. Ça tombe sur Prime. Et alors, vous allez voir, en fait, ça a été un film qui était lui-même le remake d'un film et qui a été remaké. C'est Star is Born. Et non, mais c'est le nombre de remakes est peut-être bon. Non, c'est le créateur de Heroes, la série Heroes, donc on se souvient, il y a 20 ans. Donc Tim Kring, qui réalise une série, Les 7 mercenaires. Ah ouais. Chez Prime Video, MGM+. Et donc on se souvient, évidemment, Les 7 mercenaires, il y a le dernier avec Denzel, il y a celui d'avant avec Yul Brynner, et c'était une adaptation des 7 samouraïs. C'est ce que je disais, c'est ce que je vous sous-entendais. Et avant, il y avait Les 7 nains. Et avant, elle est là, la blague. Super. Non, mais fun fact, il y a un Pixar qui est vraiment un remake des 7 mercenaires, qui est Mille et une pattes. C'est vrai. Je l'avais jamais vu sous cet angle. Oui. J'aime beaucoup je vais le regarder comme ça. Oui. J'aime bien quand il y a des trucs comme ça. Mais je tiens à dire que moi j'adore évidemment les 7 samouraïs et le western original, mais le remake avec Denzel était vachement bien. Moi j'avais beaucoup aimé. J'ai pas passé un mauvais moment dessus, effectivement. Et je trouvais qu'il y avait un propos derrière qui était hyper intéressant, c'est-à-dire que si vous regardez le film sans trop spoiler, c'est pas vraiment les personnages blancs qui survivent, donc en fait il y a une espèce de vision de l'Amérique, de dire en fait on va être sauvé par tout ce que l'administration Trump notamment condamne aujourd'hui, donc l'immigration et tout ça, donc c'est assez intéressant. Souvenir, avec Yohan, on avait couvert ça ensemble, on était allé interviewer Etano, qui était très sympa. Très sympa. Très très cool. Eh bien écoutez messieurs, c'est tout pour les news et je vous propose d'enchaîner tout de suite avec le gros morceau, c'est le gros plan de la semaine. On l'a dit, on parle de Stranger Things saison 5. C'est le point final après 4 épisodes en novembre, 3 à Noël et un season final le 1er janvier. 11 ans d'attente, Netflix a enfin bouclé son maître étalon. Alors, je le précise, on va clairement spoiler. Après tout ce temps, nous pouvons commencer. On va vraiment prendre les tenants et les aboutissants, les tordre dans tous les sens. Une partie de notre analyse va se concentrer évidemment sur la saison 5, et après on va étendre ça à Stranger Things au global. Ce que je peux vous en dire, le pitch, est-ce que c'est encore temps de le faire ? Oui, on peut dire un résumé général, que c'est une histoire dans les années 80, dans un petit bled américain, où un enfant disparaît et on apprend qu'il y a un monde parallèle, une sorte de dimension à l'envers, et que c'est lié à des expériences menées dans un laboratoire gouvernemental, et qu'il y a un autre enfant qui, elle, a des pouvoirs psychiques et qui essaie de fuir l'armée, un petit peu comme E.T., essayer de fuir les militaires. Au fil des saisons, la menace s'intensifie avec une montée en puissance et des personnages un petit peu inspirés du monde de Donjons et Dragons, notamment avec le fameux Mind Flayer et Vecna, son archiliche, pour les fans de D&D. Tout ça qui force le groupe à demander de l'aide un petit peu des parents, ou en tout cas de la génération au-dessus. Ça part en Russie, il y a plein de références dans tous les sens, ça s'appelle Stranger Things. Voilà de quoi on parle aujourd'hui. C'est bien pitché parce que c'est pas facile de pitcher Stranger Things. Facile, c'est pas mal, tu t'en sors bien. Vous avez vu qu'au moment où je dis voilà, il y a aussi, c'est que là je vais pas aller dans les détails sur ce qui reste. Voilà, c'est une série qui est faite par les Duffer Brothers. Je pense que maintenant eux ils ont carte blanche pour faire
un peu ce qu'ils veulent. Au casting, Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, etc., etc. Ils sont pleins, ils sont tous bons. C'est toute une génération qui les adore, mais pas que. On va en parler. Déjà, si je devais vous demander en un mot, une phrase, sans trop développer, parce qu'on va rentrer dans les détails après, comment vous avez trouvé cette conclusion, Johan? J'ai adoré. J'ai adoré la dernière heure, alors que l'heure d'avant, non. D'accord. Donc ça m'a réconcilié avec tout le reste de la série. Gauthier, de ton côté? Moi, je considère qu'on est en train de vivre vraiment quelque chose de culturellement très très fort avec la fin de cette série. Que c'est vraiment, c'est une série qui nous a fait prendre un virage dans l'histoire de l'entertainment. Donc c'est vraiment un événement culturel. Après, ce qu'il y avait là dans la saison 5, ouais, je suis chafouin. Hein. Je suis plus que chafouin même. Je trouve que cette saison est un aveu d'échec de la série. Au fait, j'ai un confrère qui m'a dit récemment que probablement que cette série c'était une saison et qu'il s'attendait pas du tout à devoir faire des suites. Et je trouve que c'est rare. J'ai jamais vu une série piétiner à ce point-là. C'est-à-dire faire de saison en saison le remake de la saison 1 jusqu'à l'épuisement. Quoi. Vraiment, à la toute fin du dernier épisode, je savais plus ce que ça me racontait du tout. Mais j'ai aimé la première saison énormément. Alors justement, on va en parler. Moi, je me souviens que à l'époque, j'écrivais vraiment régulièrement sur Le Grand Pop. J'avais fait la saison 1. J'étais très content de mon article. J'ai pas fait la saison 2 parce que j'avais trouvé que c'était un peu une 1.5. J'avais fait la saison 3 avec vraiment le passage à l'adolescence. J'avais trouvé qu'il y avait pour le coup un pas en avant. La 4 est sortie beaucoup trop tard et la 5 elle est maintenant, donc j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Mais moi j'avais vraiment aimé ce côté où les enfants sont devenus des ados et comment il y a les renoncements nécessaires de l'enfance. J'avais bien aimé ça au moment de la 3. La 4 elle partait un petit peu plus voilà, avec un nouveau méchant plus construit, plus humanoïde et plus une menace sourde et étrange. Là on parle de la 5. Alors justement ma première question c'était ça, est-ce que cette saison 5 elle parvient réellement à conclure l'univers de Stranger Things ou est-ce qu'elle laisse volontairement des zones d'ombre pour préserver le mythe? Qui veut se lancer? Alors moi, je peux me lancer avec une théorie qui n'appartient qu'à moi. Elle a sans doute été débunkée, non, ou en tout cas reprise par des gens. Comme beaucoup de gens, j'avais des théories un peu à la con, dont une que j'avais partagée sur les réseaux sociaux, à laquelle je croyais beaucoup, mais tant pis. Mais en fait, en voyant cette dernière heure, parce que l'épisode final fait 2 heures. La première heure, je me suis dit, ils sont sérieux là? Donc on voit des gens courir dans le désert, il y a une araignée géante, machin. Je fais non, c'est pas possible. Et en fait, cette dernière heure qui presque semble venir d'une autre série, en fait, je me suis dit, ça y est, peut-être que j'ai compris à mon petit niveau. Et pour moi, en fait, c'est les Duffers qui ont raconté une partie de Donjons et Dragons avec les défauts et les qualités que ça a. C'est-à-dire que les erreurs de narration, c'est le maître du jeu qui, des fois, a pris des mauvaises voies. Je me suis dit qu'il y a plein de fondus au noir que je comprenais pas. C'est quand les gens jettent les dés. Et on ne sait pas si l'autre va survivre ou pas. Vous savez, il y a cette scène avec Jonathan qui va tomber de la tour. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi il y a un fondu au noir de 10 secondes, un cut au noir. Pour faire croire que... Parce qu'il n'y a pas de pub. Normalement, en fait, dans ces cas-là, quand on est sur un network, on balance une pub. Et en fait, je me suis dit, en fait, non. Quelqu'un jette le dé. Et en fait, il y a le mec d'après qui le sauve parce qu'il a eu le bon truc au dé. Et donc, en fait, tout ça, c'est une partie de D&D, les 5 saisons. Et en prenant ce parti pris, que voilà, je ne sais pas si c'est le bon, mais en tout cas, moi, je le vois comme ça. Du coup, ça m'a fait vraiment adorer la série. Du coup, tu sous-entends que, en gros, Eleven, par exemple, n'a jamais existé. Exactement. En fait, les seuls gens qui existent, c'est les joueurs. C'est les 4 joueurs et tout le reste. Et les parents aussi, peut-être un peu. Mais en fait, tous ceux qui se rajoutent par-dessus, que ce soit Eleven ou d'autres, en fait, finalement, les héros ne risquaient rien. Parce qu'il y avait plein de théories sur qui va mourir, machin, etc. En fait, c'était juste des joueurs. Et l'arrivée de la série, c'était la conclusion d'une partie. Et on a tous fait des théories dans tous les sens. Alors qu'au final, même tout le monde était un peu déçu que ça se finisse un peu platement en disant « Ah bah en fait, ils battent le méchant et c'est fini. » Bah en fait, c'est comme dans une partie de D&D, quoi. Alors, tu dis, c'est un peu platement tout ce que tout le monde attendait dans une normalité. Ça fait partie d'une des théories, on va en parler tout à l'heure, le fameux conformity gate, donc la conformité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise, tout retombe tel que c'était prévu presque. Et ça, il y a des fans, ils sont pas d'accord, on va en parler après. Gauthier, de ton côté, je voulais t'interroger sur un paradoxe. Le choix d'un ton moins sombre, puisque ça se finit bien, on l'a vu, ou peu ou prou, alors que le scénario, lui, il est complètement apocalyptique. Est-ce que c'est pas un truc un peu bizarre? Si, j'y avais pas tellement réfléchi. C'est vrai que la fin très longue, hein, puisque au moment où l'intrigue est réglée et finie, tu regardes ta barre de lecture et il te reste 40 minutes.
Et j'ai un peu l'impression que les créateurs se sont dit, alors maintenant il faut qu'on ferme toutes les fenêtres qu'on a ouvertes. Donc il faut trouver une conclusion à chaque arc narratif. Et toi, t'es là derrière ton écran à faire non, faites pas ça, j'en ai pas besoin. Mets le générique, je m'en fous. Et non, en fait, c'est une succession de très longues scènes, un petit peu solaires effectivement, où les héros se retrouvent là. À boire une bière entre eux, à se dire ah là là, qu'est-ce que c'est bien l'amitié. On se reverra dans un mois. Allez, on prend rendez-vous et on se revoit dans un mois. C'est chouette. Et puis ensuite, t'as une autre scène où ils sont en train de jouer à Donjons et Dragons et faire ah on aime bien ce jeu. Ah ouais, c'est bien scénarisé tout ça. Ouais. Et tu te dis mais qu'est-ce que faites pas ça, on s'en fout. C'est un peu tout ce que les personnages se sont dit qu'ils aimeraient faire quand tout serait fini qu'on voit. Ouais, c'est très long. Alors moi je me permets parce que je comprends cet avis, mais je suis pas d'accord. Et peut-être que je vais te ramener dans mon camp, Menro. Pour moi, la fin, on dirait la fin du Seigneur des Anneaux. Alors, je me suis fait la remarque. Parce qu'en fait, c'est une conclusion que beaucoup de gens avaient trouvée à rallonge. On termine et on surtermine les histoires de tout le monde. Ça se termine comme le Seigneur des Anneaux sur une porte qui se ferme. Et sur un générique en crayonné. Voilà. Et en fait, tu dis, parce que je pense que c'est une de leurs refs. On sait qu'ils sont nourris à la pop culture. Je crois qu'ils l'ont même dit en interview. Voilà, les duffers. Et en fait, finalement, c'est le plus important, c'est pas tant la conclusion où est-ce qu'ils ont tué l'araignée ou Vecna ou machin. C'est ce moment qu'on a passé ensemble qui nous a vu grandir. Des gens qui se disent, en fait, on sera plus jamais enfant, on n'aura plus jamais cette magie. Même si on se revoit tous les. Moi, je trouve que la scène sur le toit, elle est super réussie parce que ils se disent, on va se revoir tous les mois. Mais en fait, ça sera plus jamais. Ils savent en eux-mêmes que ça sera plus jamais comme avant, comme quand nous on a grandi et qu'on a laissé des potes parce que chacun fait sa vie et machin. Et j'ai trouvé ça hyper touchant humainement. Comme les 4 hobbits qui boivent un coup comme au Exactement. début et il y a plus du tout la même goût à la bière. Sans que personne sache qu'ils ont sauvé le monde. Et c'est ça qui est vachement touchant, c'est l'humanité qui se dégage de ça, plus que est-ce qu'ils ont tué le monstre ou est-ce qu'il y a une surdimension parallèle ou un trou de verre qui va nous amener à un crabe de l'espace. Tu vois, c'est pas ça qui compte en fait. Et moi, c'est là où la série m'a vraiment beaucoup plu. C'est que je me dis, ouais, en fait, ils sont revenus à un truc très humain de on a joué ensemble et c'était cool. Mais la saison 1 le faisait bien aussi. Aussi, non, tout à fait. Il y avait déjà, c'était déjà un truc que tu ressentais au terme de la saison 1. Moi, je veux pas être démesurément méchant avec cette série qui, par ailleurs, est, comme je le disais, un événement culturel très très important pour tout le monde. Mais c'est vrai que, par exemple, ils ont osé faire un truc qui, moi, me déstabilise beaucoup. C'est que comme ils voulaient faire à chaque saison un truc encore plus spectaculaire, avec encore plus de moyens, on attendait 2 ou 3 ans entre les saisons. Et je suis désolé, j'ai un peu un cerveau de papillon, quoi. Mais à chaque fois que j'y reviens 3 ans plus tard, je me dis, c'est qui ces gens-là là parce que le noyau dur des 5 potes de départ, je l'ai, ça c'est bon. Mais ensuite, tous ceux qui se sont rajoutés autour, je les connais plus, je sais plus qui est le cousin du beau-frère à machin et tout, je m'en fous un peu. Les voir déambuler un peu tristement sur des fonds verts en faisant des coming out ou en réglant des triangles amoureux et tout, on y passe quand même beaucoup de temps et je trouve que la série est pas très forte là-dedans. Et je trouve ça dommage que les rares moments au fil des saisons où ils ont eu des vraies bonnes idées, où ils ont sorti des vraies bonnes cartes, ils se les ont cramées immédiatement. Par exemple, il me semble que c'est dans la saison 3 qu'il y a un super méchant, qui est un mec hyper beau avec une nuque longue et une moustache, que tout le monde trouvait adorable. On adorait le détester, mais comme c'était un super méchant, fallait le buter. Et moi, du coup, les 2 saisons suivantes, je le regrette, ce gars-là. Pareil, le mec qui faisait des solos de guitare de Metallica sur le toit des maisons avec des chauves-souris, tu te dis, enfin un super personnage, lui je m'en souviens, et pareil, il le crame aussi. C'est dommage parce que vraiment, le reste des personnages avec qui on traverse l'aventure, ils sont beaucoup plus fades. Il y en a même un qui s'appelle Lucas, je crois. Et je pense que Lucas, on peut revoir tout Stranger Things et avec l'intelligence artificielle, on l'efface. Je pense qu'on a la même série. C'est vrai. Là, il est le pilier qui permet à Maxine de revenir. Il y a une espèce d'ancrage un peu comme ça. Mais à la fin du dernier épisode, je me suis dit, mais il a eu une ligne de dialogue au moins. On lui a fait dire un truc. C'est assez dur. Mais ça n'enlève pas un truc, si tu veux, c'est que moi, je suis pas très fort avec les séries. J'ai pas vraiment grandi avec ça, donc c'est assez nouveau pour moi. Mais j'ai en tête 2 grosses dates pour moi pour les séries. La première était au début des années 2000 quand 24 heures chrono est arrivé et qu'on a senti tout de suite qu'il y avait une série qui nous disait au visage, nous les séries, on n'a rien à envier au cinéma. On sait être
juste aussi haletant. Bah, On sait vous prendre à la gorge et vous emmener dans des trucs, enfin vraiment hyper rythmés. Et j'ai eu le sentiment avec Stranger Things qu'il y avait une nouvelle série qui disait à tout le monde, c'est pas qu'on n'a rien à envier au cinéma, c'est qu'on n'a rien à envier au blockbuster. C'est tout aussi important ce qui se passe comme événement culturel sur Netflix au moment où Stranger Things arrive que quand Avatar sort au cinéma, si tu veux. C'est un truc où tout le monde, ils nous ont pété le bras. Tout le monde était obligé de suivre. Moi, c'est le moment où je m'abonne à Netflix, où je dis, bon, bah, ok, il y a un truc important à suivre. Là. Ça fait partie des grands moments de séries récentes, effectivement. C'est l'arrivée de Netflix, tu le fais bien de le dire. Pour moi, il y a Game of Thrones, il y a ça, il y a Squid Game. Enfin, Et Breaking Bad. Ah, et Breaking Bad. Breaking Bad aussi, Je sais pas si autant mais qui est un de peu monde plus l'a vu. niche, qui est un peu Oui, plus voilà. niche quand même. Ouais. Petite question pour finir ce bilan saison 5, et après on passera un petit peu plus à Stranger Things au global. Est-ce qu'on pouvait, cette conclusion, est-ce qu'elle était pensable autrement? Oui, selon ma théorie. Tu veux l'exposer maintenant? Je l'expose très vite, comme ça elle restera pour la postérité. J'étais parti dans l'idée, sachant que Terminator est sans doute une rêve des Duffer et que Linda Hamilton était dans la série, largement sous-exploitée d'ailleurs, Linda Hamilton. Bref, qu'il y a ce moment où Dustin trouve le bureau caché de Brenner et trouve une carte qui ressemble vachement à la sienne. Et pour moi, je me disais, ça serait trop bien que Dustin soit Brenner et que ça soit lui qui ait créé Eleven et qu'on soit dans une boucle temporelle dont on ne sort jamais. Pour protéger le monde, il est obligé de sacrifier ses amis. J'aurais trouvé ça hyper classe. Pas mal. Voilà. Pas Je croyais mal. beaucoup à cette théorie. Et finalement, oui, c'est vrai que c'est pas mal. On pouvait la terminer comme ça. C'est vrai que ça se tient. Gauthier, t'avais d'autres attentes, une autre fin Pas comment on aurait vraiment. pu finir Je veux pas taper déraisonnablement sur la série. Elle est ce qu'elle est, mais c'est vrai que déjà à la fin de la saison 4, je me disais, cette série ne fait que se répéter, quoi. C'est à chaque fois, il faut retourner dans le Upside Down pour aller revoir des monstres qui sont toujours plus monstrueux que la dernière fois et péter la gueule aux monstres et pour que dans le monde normal, ça aille bien. Donc c'est encore une fois le programme. Moi, ce qui m'aurait vraiment plu sur l'intégralité de la série, c'est que les personnages évoluent, c'est que la situation évolue, c'est qu'on explore un peu mieux peut-être cet univers du Upside Down, parce que là, à la saison 5, tu te dis, parfois on parle du lore, donc lore c'est l'univers dans lequel ça se déroule, il n'y a pas un lore plus difficile à lire que celui de Stranger Things. Là, il y a des montages alternés où tantôt on est dans la tête à machin, tantôt on est dans le Upside Down, tantôt on est dans le vrai monde et tout, et on se dit, attendez, tout ça se passe au même moment, j'y comprends rien, qui veut faire quoi, qui veut aller où, vraiment les tenants et les aboutissants, je les comprenais plus, alors que j'aurais aimé que ces personnages explore l'univers ou en fasse quelque chose, si tu veux. Voilà, je trouve que si la série si le format série a une qualité, c'est qu'elle peut se permettre, voilà, des grandes trajectoires et tout ça. Là, il y a des trucs qu'on comprend même pas. Ils ont tous l'air d'avoir 25 ans à la fin de la série. Ils devraient porter des t-shirts Nirvana ou je sais pas. Il y a eu le Covid, il y a eu la grève des scénaristes. C'est ce qui explique le retard de cette saison 5 aussi. Pourquoi ils ont 5 ans en 1982 et ils ont 30 ans en 1989? Tu vois, c'est pas possible. Donc, ils sont bloqués dans ces années 80 qui sont des années 80 totalement idéalisées. J'ai rien contre ça, hein, encore une fois. Tu vois, Amélie Poulain, ça montre un Paris idéalisé. Les Stranger Things, c'est les années 80 idéalisées. Et voilà, je retiens de cette série que c'est le premier produit qui a eu la force de nous faire avouer que la nostalgie, on en avait vraiment, vraiment besoin. Et depuis, tout le monde le fait. On en a parlé plein de fois même ici. Peut-être un peu trop. Ouais. Moi, je regrette deux choses dans cette saison 5, essentiellement. Je regrette un manque de continuité dans les règles de l'univers. Ça, c'est un truc qui, pour moi, geek au centième degré, est vraiment affreux. Genre, dans la saison 4, quand il faut passer dans le monde à l'envers, il est vraiment à l'envers. Donc, il faut tirer une corde. Mais dès qu'on arrive de l'autre côté, on retombe vers le haut. Enfin, voilà. Là, on y passe en camion. Enfin, oui, c'est ce que je te dis sur le fait que le lore est très difficile à lire. Où sont les monstres? Où sont les chauves-souris? Où sont, enfin, voilà, Et puis ils sont plus très effrayés par le monde à l'envers. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans Walking Dead où en fait on croise des zombies, on s'en fout. Ouais. Où t'arrives à bout d'un moment, vous êtes quand même dans un monde parallèle, les gars. Et ce méchant affreusement flippant en saison 4, le fait encore une fois, c'est ce qu'on avait dit sur Ed Gein et tout ça. Ouais. On est tellement du côté des méchants Ouais. à essayer d'expliquer la psychologie, de justifier, etc., pour comprendre que on perd le mystère, on perd à la fin, c'est peur. un gamin capricieux que t'as envie de baffer, quoi, juste. Ouais. Mais c'est vrai, ça, que le Upside Down dans la saison 1, tu te dis, c'est l'endroit le plus badass du monde. On Il y a peut pas des monstres respirer. de ouf. Et puis là, dans la saison 5, ils se promènent dedans, en discutant, en réglant leurs petits problèmes. Oh mince, l'aspirateur. Et oui, c'est ça. Bon, alors on va accélérer un petit peu. Est-ce que ça restera une des grandes séries de son époque?
Bah, je pense que oui. On citait tout à l'heure, il y a vraiment eu des jalons 24 heures chrono. Game of Thrones qui a vraiment été un événement culturel mondial. Et là, il y a Stranger Things. Et en fait, c'est assez rare d'avoir des moments comme ça. En cinéma, tu le citais, il y a Avatar. Je pense qu'il y a eu le Avengers Endgame qui était vraiment un moment culturel global. Mais ça devient hyper rare à l'heure où toute l'offre est fragmentée. En fait, d'avoir tout le monde qui regarde le même truc et qui a les mêmes refs et qui a le cœur qui bondit au même moment, c'est vraiment un truc assez unique à vivre. Donc déjà, la série, elle restera vraiment importante pour ça, quoi. Est-ce que vous pensez que Stranger Things a vraiment influencé la manière dont les plateformes conçoivent aujourd'hui les séries ? C'est indéniable, si tu veux. Stranger Things, pour qu'on puisse mesurer l'importance de l'événement culturel qu'est Stranger Things, c'est la série qui met les plateformes sur la carte de la culture mondiale. Si Originals existe, c'est parce que Stranger Things existe, clairement. Et en gros, aujourd'hui, tout produit qui est sur une plateforme, quelle qu'elle soit, si c'est pas Stranger Things, ça espère être Stranger Things, quoi. C'est le maître étalon de tout ce qui existe sur les plateformes. Et pourtant, c'est de la science-fiction, des références. Il y a ça aussi, j'aimais beaucoup. Je passe du coq à l'âne, mais j'aimais beaucoup dans les autres saisons le fait que ça se passait, mettons, en 82 et on avait des références musicales et culturelles, cinématographiques de 82. La saison X, elle se passe en 84. On voit du Ghostbusters, on voit du etc. C'est un peu oublié dans la dernière saison. Et dans la dernière saison, ben non, on a du Purple Rain qui sort en 84. Puis derrière, on a carrément du Pixies des années 90. Enfin, ça va. Enfin, mince, encore une fois, on n'a pas eu ce souci de continuité. Mais ce qui est marrant, tu vois, c'est que pour le morceau très célèbre de Kate Bush, qui est utilisé tout au long de la saison 4 et de la 5, il me semble, quand Kate Bush a été prise pour être dans Stranger Things, tout le monde disait c'est énorme pour Kate Bush, tu vois. Ouais. On en est à ce niveau de légende. Elle a pu acheter une maison depuis, en plus. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que Gauthier faisait le parallèle avec les blockbusters. C'est vrai que c'est le premier blockbuster série, mine de rien. Ouais. Et ça, c'est un vrai truc, c'est-à-dire avec un univers, avec des produits dérivés, avec un pop store sur les Champs-Élysées, avec voilà, c'est un vrai truc qui a. Et au début, moi, je comprenais pas trop pourquoi il calait la date de diffusion du dernier épisode le 1er janvier. Bah en fait, c'est pour créer de l'abonnement, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si ton abonnement s'arrêtait le 31 décembre, tu ne vois pas la fin. Donc en fait, et en fait, il y a pas eu. Si tu regardes dans le métro, là, c'est blindé d'affiches de Stranger Things partout. Ça, le plan marketing, il est fort. Alors qu'ils l'ont pas trop fait pour les 2 premières parties de la saison. Mais maintenant que le truc est fini, ils disent OK, tu veux venir voir, et ben en fait, faut t'abonner. Et donc en fait, ça devient le produit d'appel de Netflix. Et là aussi, c'est quand même quelque chose qui a changé un peu la donne en streaming, de dire là, une série devient le produit d'appel, quoi. Je vous fais en une phrase ce que c'est cette théorie du conformity gate. Vas-y. Ça raconte. Déjà, pourquoi ce nom ? Alors, parce que justement, les gens trouvent que la fin est trop conforme aux attentes et aux promesses. Ok, d'accord. Alors, j'en rajouterai une louche là-dessus. Ouais. Et alors, on fait vite parce qu'on va être en retard après. En gros, l'idée, c'est de se dire que toute la dernière partie, une fois qu'ils ont tué Vecna et le Mind Flayer, donc tout cet épilogue voilà, qui est super coloré, bah justement déjà la colorimétrie elle ressemble à celle du fameux univers mental de Vecna, et il y a des gens qui brandissent pendant la remise des diplômes des pancartes où il y a rien d'écrit, tous ils ont les mêmes positions que Vecna a tout le temps. Il y a écrit Monsieur What Is It dans un des livres dans le sous-sol. Il y a, si on met les livres côte à côte, il y a écrit X is a lie, genre tout l'univers X, tout ça c'est pas vrai. Et il y a toute une série comme ça de genre. On nous a toujours dit, et on a vu des scènes de sport dans les anciennes saisons, la couleur de l'école, c'est le vert. Là, ils sont en orange. Là, Maxine, elle est diplômée alors qu'elle a passé 2 ans dans le coma. Et il y a plein de trucs comme ça. Tous, ils ont essayé de s'affranchir, de pas ressembler à leurs parents, de pas être de pas être ce qu'on attendait d'eux, etc. Et finalement, ils sont totalement conformes à ce qu'ils ne voulaient pas être, etc. Donc, la théorie, et apparemment, moi je l'ai pas testé, mais si on va taper fake ending dans la barre de recherche de Netflix, on arrive sur Stranger Things. Si on tape conformity gate, on arrive sur Stranger Things. Alors ça veut pas dire que quelque chose, ça peut être que Netflix, qui est très fort en marketing, s'amuse de ces rumeurs sur le net, etc. La rumeur, si je la termine, c'est de dire que là, nous on enregistre, on est le 6 janvier, voilà, je grille le truc, on va être diffusé vendredi. Et vendredi, on sera le 9 janvier. Peut-être que quand vous allez écouter ça, ce sera débunké définitivement. Pourquoi ? Parce que cet épisode, ça dit qu'il y aurait un épisode caché qui raconterait la vraie fin.
que Netflix a caché et qui veulent le ressortir du chapeau. Si c'est vrai, cet épisode il est prévu le 7 janvier. Et Voilà. écoute, c'est une théorie que j'aime beaucoup parce qu'il y a un petit détail dans la fin de l'épisode 8 de la saison 5 qui m'a un petit peu agacé. C'est qu'il y a une scène effectivement de remise de diplôme où on demande au premier de la classe, qui est donc Dustin, de faire un discours pour sa promotion, Et etc. il fait le discours qu'il avait promis que Eddie ferait. Enfin, c'est ça en Oui, fait. et puis il fait un espèce de discours de quepon, et puis il fait un bras d'honneur au proviseur, et puis il dit ouais, ce qu'il faut faire, c'est de tout foutre par terre et tout ça. Et il y a quand même rien qui fait moins ça que cette série, quoi. La fin est pas quepon du tout. Au contraire, c'est une fin qui est totalement conforme à tout ce qu'on attendait, et peut-être que ça j'ai trouvé ça dommage, tu vois. Alors je demande pas à Stranger Things d'être Twin Peaks, tu vois. Je sais bien qu'il y a quand même il faut pouvoir se vendre au bout d'un moment, mais bon, voir des discours de quepon au milieu d'œuvres qui sont tirées à quatre épingles, je trouve ça toujours un petit peu consternant. Voilà, donc on sait pas où on va avec ça. Moi, Est-ce que je peux ajouter une théorie dans la théorie? Juste- Parce que je viens Ça y d'apprendre est. juste. Voilà, mais je t'en prie. Juste, je termine le truc. C'est que j'y crois peu. Mais s'ils le font, qu'ils ont réussi à cacher ça au monde entier, dans notre époque de réseaux sociaux et de leaks absolus tout le temps, chapeau. Voilà. Johan. Non, ma théorie, dans la théorie, si c'est vrai, on verra. Alors moi déjà, je serais peut-être un peu déçu parce que encore une fois, Tu l'aimais j'aime cette beaucoup fin, comment ouais. ça se terminait. Mais est-ce qu'on pourrait pas se dire qu'ils l'ont gardé sous le coude et en fait, en fonction des réactions qui pour l'instant sont hostiles, ils le sortent. C'est-à-dire que si tout le monde avait adoré, ils font bon bah tant pis, il y aura une autre fin que personne verra jamais. Et là, ils se disent ok, tout le monde est contre nous, on vous balance une autre fin. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc comme ça? Il y a peut-être, je sais pas. En tout cas, il y a des Pourquoi pas, hashtags What Coming Next de comptes Netflix étrangers. Il y a le nombre d'épisodes et il y en a plein qui ont balancé une image noire en dernier comme s'il y avait une autre image, mais sans rien dire. Et ça, c'est les comptes officiels de Netflix. Donc il y a quand même un truc un peu chelou. Voilà, donc je sais pas où on va avec ça. Réponse demain pour nous. Il y a 2 jours pour vous. Ouais, c'est ça. Ce sera tout sur Stranger Things. On est obligé d'enchaîner et on va enchaîner justement Gauthier parce que c'était une fin de série et ça t'a inspiré. Et t'as envie de mettre les pieds dans le plat. Alors Gauthier, vers où tu nous amènes cette fois? Ouais, on va dire les vrais trucs. On va dire les vrais trucs sur les fins de série. Déjà, des fins de série, des bonnes fins de série. Je suis pas sûr de pouvoir vous en citer beaucoup. Est-ce qu'il y a des séries que vous aimez qui ont une bonne fin? Alors c'est pas Supernatural, c'est pas Game of Thrones, Alors moi c'est j'aime pas beaucoup la Lost. fin de Game of Thrones, mais c'est personnel. En fait, je crois que j'aime beaucoup les fins que les gens détestent. Mais voilà. Friends a été une belle fin. Ouais, qu'est-ce qu'il y a comme série où j'ai trouvé ça plutôt fine? Mais non, surtout pas How I Met Your Mother. Je crois que la fin de Sliders, de mémoire, les mondes parallèles, elle était pas mal parce qu'elle était assez dark. Tu vas tellement chercher des trucs deep cut pour Ouais. que tout le monde a Pour oublié. le coup, il me semble que beaucoup de gens parlant bien de la fin de Breaking Bad, par exemple. Oui, ou que c'est Breaking une- Bad, Ah ouais. tiens, oui, c'est vrai. Une série dont la fin est assez Les satisfaisante. Sopranos aussi, je crois. Oui, c'est vrai que c'est vrai. Enfin, Waouh, les Sopranos, c'est elle a vrai. divisé. La fin est super, mais Ouais, elle a beaucoup divisé quand même. C'est vrai que c'est une très très bonne fin. Moi, je me disais simplement que, enfin, quand j'ai commencé à faire ce on a plus métier, de contre-exemples quand même. ouais, oui, c'est ça. Voilà. Moi, quand j'ai commencé à faire ce métier, je connaissais absolument rien aux séries. Moi, j'avais choisi le cinéma et absolument pas les séries. Et donc, j'ai dû me mettre au monde des séries de manière un petit peu professionnelle. Gauthier, à ton époque, c'était Chéri, fais-moi peur les séries. C'est ça, c'est vrai. c'est Dans vrai, lequel la c'est fin, vrai. on s'en fout un peu. Exactement. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert que les séries avaient une structure, une histoire très très longue et même parfois une conclusion. Moi, je croyais naïvement, mais je croyais véritablement que quand j'étais petit, les séries qui passaient à la télé, c'était des épisodes avec toujours les mêmes personnages, mais qu'en gros, ça te racontait une histoire, puis une histoire, puis une histoire, c'est puis une les histoire. séries comme les Simpsons. Oui, ouais, mais j'avais pas du tout en tête. Par exemple, quand on m'a dit que Friends avait une fin, j'étais là genre ah bon, il y a une trame et puis ça se finit et tout ça quoi. Donc j'étais beaucoup surpris. Ce que je me suis dit depuis que je me suis un peu mis au monde de la série, même si je m'y suis mis en surface, ce que je comprends, en gros, c'est que quand on termine une série, c'est souvent qu'on est un petit peu en train de tirer en longueur ou qu'il y a des héros qui sont devenus des superstars et qui n'ont pas que ça à foutre de leur carrière non plus. Il y a une vérité marketing et enfin mercantile aussi, hein, oui. Ouais, voilà. Et que donc, par la force des choses ou par la nature des choses, quand on boucle une série, en général, c'est un petit peu dans l'urgence et ça risque de pas satisfaire beaucoup de monde parce que on boucle des séries un petit peu par nécessité plus que par vision artistique, hein, on va dire.
Bon, dans certains cas de figure, tu peux te dire qu'il n'y a aucun enjeu. Par exemple, quand David Lynch il revient 25 ans après pour faire une 3e saison à Twin Peaks et tout, je sais pas, il y a des gens qui lui ont filé du pognon, qui lui ont dit écoute David, va jouer. Et il revient avec un truc qui est complètement imbitable, mais on se dit bah oui, c'est David Lynch, il fait ça, voilà, ok. Donc là, il n'y a pas d'enjeu. Mais quand il y a des enjeux absolument énormes comme sur Game of Thrones ou comme sur Stranger Things, est-ce que finalement la possibilité même d'une bonne fin satisfaisante, d'un truc où on a bouclé tous les arcs narratifs et on a eu une vista globale sur tout le truc et on a dit ce qu'on avait à dire, est-ce que c'est possible ? Je suis pas convaincu au fait. Ouais, comme on est souvent dépendant, alors je dis les boîtes de prod sont souvent dépendantes d'un succès, etc. On a ces cas d'école où le créateur a prévu un truc en 3 saisons et puis ça a du succès et la chaîne veut en faire plus. Des fois, ça n'a pas le succès escompté, donc on s'arrête à 2 et du coup, on finit pas l'histoire. Donc oui, c'est quand même dépendant, ça demande d'être très malléable et adaptable, donc ça explique peut-être ces ratés réguliers. C'est ça. Alors là, on nous a annoncé par exemple que pour Pluribus, on serait sur 4 saisons et pas une de plus, et que on allait l'étaler dans le temps et tout ça. Donc là, on peut se dire peut-être que il y a un créateur de série qui a un truc important à dire, et peut-être que ça va nous emmener dans un super bon truc et qu'on sera aussi satisfait avec la fin de Pluribus qu'on l'a été avec Breaking Bad. C'est tout le mal qu'on souhaite, en tout cas. Je pense à un truc, c'est qu'effectivement, des séries qui sont annoncées avec un certain nombre de saisons et qui s'y tiennent ont des fins plus satisfaisantes. Je pense à Succession. Exactement. Je pense à Californication. Mais c'est presque, en fait, si on faisait un parallèle avec le cinéma, c'est comme si c'est un peu l'équivalent du director's cut, en fait. C'est qu'en fait, un créateur vient en disant, moi, mon histoire, elle se raconte comme ça. Ou Andor. Ouais. Voilà, donc vous signez pour ou vous signez pas pour, mais en tout cas, l'arc que je veux développer, c'est sur tant de saisons, tant d'épisodes, et on n'ira pas plus loin. Et après, effectivement, il faut que les gens suivent, parce qu'on a connu beaucoup de séries. Moi, par exemple, j'ai adoré Dark, et il y avait la série suivante des créateurs sur le bateau, là, 1899, qui démarrait pas mal, et puis qui s'arrête. Pétard mouillé. Voilà, pétard mouillé, quoi. Donc en fait, il faut que les plateformes suivent et que les créateurs arrivent avec l'envie de raconter une histoire qui se tient, quoi. Absolument. Et je pense même que sur des séries comme Game of Thrones, dont la fin a tant déçu les gens, je pense que quand t'es dans le bateau Game of Thrones, ça peut pas finir autrement, au fait. Parce que Game of Thrones tenait beaucoup sur le concept de « attention, on peut buter n'importe qui, n'importe quand ». Alors oui, sauf que moi qui ne regardais pas, je n'ai vu que la première saison, hein, moi qui ne regardais pas, je finissais par comprendre de très loin qu'en gros, il y avait 3 personnages qu'on pouvait quand même pas buter du tout. Le mec, la meuf et le nain. En gros, hein. Finalement, il y en a qui meurent. Finalement, il y en a 2 qui meurent et demi. on en bute un, mais on le ressuscite à l'épisode suivant parce que, non, au fait, on peut pas le buter. Et pour finir, on comprend que la conclusion, ça sera quand on en butera un des 3 parce qu'on pourra plus continuer à raconter l'histoire après. En gros, hein, encore une fois, je schématise, j'ai pas vu. Alors, moi qui l'ai tout lu, ce qui est dispo, la série, justement, au moment où il tue ce personnage-là, il y a plus de livre. Donc tout ce qui arrive après, c'est les showrunners qui essaient de tirer les bouts de ficelle. Et on le voit parce que ça devient beaucoup moins bien écrit, beaucoup moins cohérent, beaucoup moins bien mis en scène, etc. Mais donc pour moi, le problème, c'est pas la saison 8, c'est à partir de la 6, quoi. Mais ce que je veux te dire à travers ça, c'est que ces points de vue dont tu parles, le livre est fait comme ça. C'est-à-dire que chaque chapitre est le point de vue d'un personnage narrateur. Oui, ce que je veux dire, c'est que le filon de la série, c'était tant qu'on peut buter des mecs de manière inattendue, on le fait et les gens vont aimer ça et ils vont suivre. Et à partir du moment où on peut plus le faire, va falloir boucler. Et puis il va falloir boucler. Ça va être très peu satisfaisant pour les gens, très, très certainement, puisqu'on ne peut plus faire ce truc qu'ils aiment bien. Donc je pense que pour certaines séries, ça donne ça. Et pour d'autres séries, comme vous venez très justement d'en parler, il y a peut-être des créateurs, des réalisateurs qui arrivent avec une idée en tête, qui a un début, un milieu, une fin, et qui savent exactement où ils veulent aller. Donc peut-être finalement, je sais pas, je suis encore une fois très novice dans le journalisme de la série, mais peut-être que les meilleures séries sont des séries qui avaient un cap. Qui avaient un cap, ouais. Merci beaucoup Gauthier. On enchaîne tout de suite avec les sorties de la semaine.
Et dans cet agenda, cette semaine, on va parler des sorties comprises entre le 5 et le 11 janvier. Alors pas toutes bien sûr, mais celles qui auront retenu mon attention. Et ça commence dès le 8, donc hier. Hier, on a eu quoi sur Paramount+, une série en 6 épisodes qui s'appelle Girl Taken, une série originale Paramount+, donc est un thriller psychologique britannique. Alors l'histoire c'est quoi? Il dit ça en me regardant. Oui, bien sûr. oui, évidemment que t'as éveillé ma curiosité. Avec Alfie Allen notamment et Jill Halfpenny. Donc c'est dans une petite ville rurale anglaise. Il y a 2 jumelles qui s'appellent Lily et Abby et leur vie bascule lorsque Lily est kidnappée par un enseignant respecté de la communauté. Et après des années de captivité, de traumatisme, elle réussit à s'échapper. Sauf que la liberté s'accompagne quand même de nouveaux défis puisque la famille a essayé de se reconstruire et faut réaccueillir ce nouveau personnage, ce nouveau enfant mais traumatisé, mais que machin, etc. Et lui, le ravisseur, il est toujours en vie, il est toujours en liberté et il cherche à reprendre le contrôle sur tout ça. Voilà. Ouais, moi ça me va. Hein. De toute façon, je suis toujours curieux de ce que veut faire Paramount Plus au-delà du Taylor Sheridan verse. C'est produit par la BBC et c'est distribué par Paramount en France. Ok. Le même jour, toujours le 8, donc on est sur Netflix cette fois, toujours en 6 épisodes, une série qui s'appelle His and Hers. C'est une série dramatique, une sorte de thriller psychologique qui joue beaucoup sur la subjectivité et de la mémoire par rapport au point de vue opposé de différents personnages. Est-ce que c'est un effet Rashomon? Pas tout à fait. Puisqu'on va avoir des points de vue qui se confrontent, mais la temporalité reste fluide. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est porté par Tessa Thompson dans le rôle de Hannah et par John Bertal dans celui du détective Jack Harper. Et donc on a ce duo qui sans doute anciens amants, elle qui vit à la ville, lui qui vit à la campagne. Il y a un crime à la campagne, elle vient enquêter, ils se recroisent, ils n'ont pas la même vision sur comment il faut faire l'enquête, et ça s'appelle His and Hers, puisque c'est sa vision à lui et sa vision à elle. Moi, en tout cas, j'aime bien ce casting. Après, moi, je dois avouer, je suis venu aussi assez tard aux séries comme Gauthier. Les séries d'enquête, ça me saoule vite parce que je suis souvent déçu. En fait, je me dis, on n'aurait pas pu raconter ça en 2 heures plutôt qu'en 10. Donc voilà. Donc moi, voilà, les séries d'enquête, j'ai un peu du mal. Mais par contre, ce casting-là, ce tandem-là, je dis oui. Alors, sinon, le 9 janvier, donc aujourd'hui, sur Netflix, un film romantique, mais plutôt pour ados, People We Met on Vacation. C'est un film, comme je l'ai dit, réalisé par Brett Haley. Voilà, après une petite décennie d'amitié et de voyage régulier, Poppy, un esprit libre et voyageur, et Alex, introverti amoureux des routines, se retrouvent pour un dernier périple ensemble après des années de silence. Alors, je fais une voix un peu à la con, mais c'est mignon. Mais c'est surtout... Et c'est leur dernier voyage et ils vont se dire des choses. Moi, ça me dépasse complètement, mais c'est un putain de phénomène, ce truc-là. Ah ouais là, en fait, c'est en train d'émerger fort. C'est genre l'un des films les plus attendus de l'année. Moi, ça me dépasse complètement. Je n'avais jamais entendu parler du bouquin. Mais en fait, ça vient d'un bouquin qui a été un triomphe sur TikTok. Donc, ça fait partie un peu de l'univers BookTok, tout ça. Et en fait, ça va être un carton sur Netflix. Ok. Alors que je n'en attendais rien personnellement. Donc je suis très curieux du coup de découvrir cet univers qui ne m'intéressait pas du tout à la base. On va peut-être y revenir, hein, on verra. People We Meet on Vacation. Le même jour sur HBO Max, à peine fini, ça recommence tout de suite et ça c'est sûr qu'on va en reparler très vite puisque c'est la saison des récompenses et que The Pitt arrive avec une saison 2. The Pitt, énorme série avec Noah Wyle, avec des épisodes en temps réel qui décrivent la réalité de l'univers médical. Donc voilà, chaque épisode c'est 1 heure en gros, ça fait une journée, c'est un peu le concept de 24 heures chrono, mais cette fois on oublie les pistolets et on met des stéthoscopes, Gauthier. Ouais, moi j'y comprends rien aux séries médicales, je comprends pas ce que les gens veulent regarder là-dedans, mais ça fait des phénomènes de ouf, et cette série The Pitt va être au centre de la saison des récompenses, effectivement, et comme ça revient déjà, et qu'il y a 16 nouveaux épisodes, ouais, quand même, il faut qu'on en parle un petit peu. Et moi j'avais regardé que le premier, alors non pas que j'avais détesté après, mais j'avais pas le temps de continuer, mais c'était vachement bien. Et je comprends vraiment le succès et l'engouement. C'est très bien fait. Là, alors, il y avait vraiment une filiation avec Urgence, évidemment, parce qu'il y a Noah Wyle qui jouait Carter dans Urgence. Mais c'est quand même beaucoup plus dark et beaucoup plus... en fait, on voit des médecins qui ont des cernes comme pas possible. Et en fait, c'est la vraie réalité, en tout cas, du milieu médical qui est en manque de moyens. Et moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est vachement bien. En ne présentant la saison 1 l'an dernier, il y a quelques semaines, quelques mois, j'avais parlé d'un Hippocrate version américaine. Exactement, c'est un peu ça. Ouais.
Oui, sauf que dans la saison 3 d'Hippocrate, il y a un tout petit moment où ils se foutent de la gueule des séries médicales américaines parce qu'il y a quelqu'un qui met son stéthoscope autour du cou et il y a, comment elle s'appelle Louise Bourgoin. Louise Bourgoin qui lui dit non, tu t'es pas sérieux, tu vas pas mettre un stéthoscope autour de ton cou. Quoi. Et regardez bien dans The Pit, tout le personnel médical a toujours un stéthoscope autour du cou, c'est curieux. Et enfin, ça sort le 11 janvier, après 10 ans d'attente, figurez-vous, 6 épisodes, The Night Manager, saison 2 sur Prime Video. C'est quoi The Night Manager, vous allez me dire? C'est juste une série avec Tom Hiddleston et Olivia Colman. Hein. Ok. On peut difficilement faire. La série était vachement bien. Voilà, La donc saison était c'est la suite, un thriller d'espionnage qui avait marqué les spectateurs donc en 2016, où voilà, Tom Hiddleston joue le rôle de Jonathan Pine, un ancien militaire devenu agent du MI6 sous le nom de Alex Goodwin, et voilà, il est tiré de sa relative tranquillité lorsque une rencontre fortuite avec un mercenaire lié à son passé le replonge dans l'espionnage. Bon, l'étincelle de départ est pas forcément ce qui fait la saveur de l'intrigue, mais voilà, si vous aimez bien les ambiances un petit peu britanniques, c'est sans doute une des séries pour vous. Ouais, et c'est surtout si vous avez l'occasion. En fait, la série, en tout cas cette saison 2, a le tort d'arriver très tard. C'est-à-dire que moi, j'ai adoré la saison 1, mais je suis infoutu de te dire ce qui s'est passé dedans. Je sais juste que j'ai bien aimé. Et donc ça va être un vrai problème de raccrocher les morceaux. Mais par contre, si vous avez l'occasion de le voir, moi, c'est la série qui m'a fait dire Tom Hiddleston ferait un super James Bond. Ah. C'est vraiment ça qui ressort de la série, c'est qu'on se dit, lui en espion, ça ferait un super truc. Eh bien, voilà, ça s'appelle du coup The Night Manager et c'est disponible le 11 sur Prime Video. En vrac, les Beast Games Force contre Intelligence sur Prime Video. Beast Game, pourquoi? Parce que MrBeast c'est le plus gros youtubeur du monde. Ah oui. Et il fait s'affronter plein de youtubeurs, voilà, ceux qui sont plutôt mentales, ceux qui sont plutôt gros muscles, et il y a des épreuves et on va voir qui qui gagne. Sinon, on a aussi la saison 2 de Thousand Blows sur Disney+. Décidément, c'est la trilogie anglaise cette semaine. Ce sera tout pour aujourd'hui niveau sortie et je vous propose d'enchaîner directement avec l'interview originals de notre invité. Johan, je te rappelle le concept. 10 questions sur lesquelles il faut que tu répondes en moins de 5 minutes pour mieux cerner quel utilisateur de plateforme tu es. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. On commence tout de suite. Quel est ton premier souvenir de plateforme? Eh ben, je crois que c'est un peu avant Stranger Things. Je crois que j'ai commencé Netflix avec Beast of No Nation, avec porté par Idris Elba, qui était un des premiers films originals de Netflix sur les enfants soldats, et avec un Idris Elba qui était terrifiant. Et j'ai vraiment le souvenir de ce film-là. Est-ce que ta conso ciné a changé depuis l'arrivée des plateformes? Pas du tout, parce que je regarde pas de films de catalogue ni de films que j'aurais loupé au cinéma sur plateforme. Les films de cinéma, je les vois au cinéma. Et sur plateforme, je regarde plutôt les originals, ce que vous défendez ici. Exactement. Tu regardes tes contenus sur ton téléphone? Jamais. Et en x2? Souvent. C'est le moment où je vous fais hurler. Non, voilà. Alors, voilà. De la même manière que quand un bouquin est chiant, il faut un peu sauter des chapitres et avancer. On donne au début sa chance au produit. Si au bout de 15 minutes, on fait « Ouh, ça s'annonce pénible, cette affaire », et là, on passe au x2, des fois au x3, des fois au x4. Parce que des fois, en fait, c'est un peu comme dans un bouquin. Il suffit de sauter. On peut résumer un épisode d'1 heure en à peu près 10-15 minutes. On a les grands morceaux. On évite tout ce qui est remplissage. Et ça permet d'avoir quand même une notion de ce qui fait parler un peu la pop culture aujourd'hui. Donc, ça m'arrive quand les trucs me plaisent pas. Est-ce que tu te souviens de quel est ton binge award? C'est-à-dire vraiment le tunnel de visionnage non-stop où tu pouvais plus t'arrêter, ou genre l'heure la plus tardive jusqu'avant d'aller te coucher? C'est une bonne question, ça. Alors, je pense que l'heure la plus tardive, ça doit être le final de Stranger Things, parce que j'avais promis à ma fille que je le regardais avec elle, donc à 2h du mat, le soir du réveillon. On s'est fait un 2h, 4h, voilà. Mais c'était bien, c'était marrant. Mais sinon, je crois avoir bingé tout Walking Dead pendant des vacances d'été. Wow. C'est-à-dire qu'en fait, je m'étais j'adorais les romans graphiques. J'avais regardé la saison 1 et 2, puis je sais pas pourquoi je m'étais arrêté. Et à un moment, je me suis dit, il y a Negan qui va arriver, faudrait peut-être reprendre. Et du coup, je me suis retapé tout Walking Dead sur un été. Et donc, en fait, pendant que ma femme dormait, je me réveillais la nuit et je me matais des zombies toute la nuit. Voilà. Attention, question piège. Est-ce que tu regardes ta watchlist? Non. Quelle que soit la plateforme. Non, en fait, c'est très étonnant. C'est qu'en fait, de temps en temps, tu fais, tiens, dans la watchlist. Mais en fait, elle est dans ma tête, la watchlist. Donc, ou dans les recos, tu vois, quand je peux vous écouter, ou même quand on discute, quand on prend un verre, en fait, tu dis, il y a quelqu'un qui va te conseiller un truc, mais je me réfère pas à quelque chose pour me dire, n'oublie pas, tu dois regarder tel truc. Non, pas trop. Et est-ce que là, de tête, t'es capable de nous sortir un truc dans ta watchlist
Mais que tu sais que tu regarderas jamais. Je pense que oui. Je pense que Les Sopranos, dont on a parlé, non pas que j'ai pas envie de le voir, mais c'est que j'ai pas le temps de le voir. Ah oui. Je sais que c'est une série énorme, mais il y a, je crois, 80 épisodes et que j'aurais pas le temps. Et c'est un peu pareil avec The Wire. J'aurais pas le temps de les En rentrer. x2. Voilà. Non, parce que ça, c'est des Mais séries oui, qu'on je peut pas sais. faire en x2. Donc, j'aurais pas le temps de les rentrer dans ma vie. Je l'assume de la même manière qu'il y aura des bouquins que je pourrais pas lire, des jeux vidéo auxquels je pourrais pas jouer. Et ben, j'assume que ces séries-là, je les verrai sans doute pas. Donc, elles sont dans ma watchlist, mais il y a peu de chances que j'y aille, quoi. Est-ce que les recos des algos, quelles qu'elles soient, elles sont pertinentes pour toi? Genre, vous avez aimé ci, est-ce que vous devriez aimer ça? Alors, pertinente dans le sens où est-ce que ça me sert ou est-ce Ouais. que... Alors, en fait, moi, j'aime bien les regarder après pour voir si j'étais d'accord avec l'algo. D'accord. Donc c'est pas tant... voilà, mais c'est aussi parce que, bah, en fait, nous, on travaille dans ce milieu-là, Ouais, donc c'est finalement, on est un peu au courant de tout ce qui sort, machin, etc. Donc, t'es jamais trop surpris. Ouais, Voilà. ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu la maladie de la profession. Voilà, c'est ça. ouais. Mais par contre, en fait, quand t'as regardé un truc et tu fais, j'ai adoré, et je veux voir si l'algo allait me dire que j'avais détesté. Et souvent, ils ont quand même bon, je trouve. Je trouve qu'il y a un truc où ils voient assez juste quand même. Non, mais tu sais, c'est comme quand t'as aimé Mindhunter et puis là, Netflix, il te fait Ah, t'as aimé Mindhunter? T'as vu Seven? Oui, j'ai vu Seven. Oui. Dis donc, tu me parleras, t'arrêtes maintenant, monsieur Netflix. Pour qui me prenez-vous? Est-ce que les films de plateforme devraient recevoir un Oscar ou un César? Alors ça, c'est une vraie question difficile. Bah oui. Ouais, mais en fait, originellement, j'aurais peut-être dit non. Mais en fait, on va de plus en plus quand même dans un monde où la salle va de plus en plus être réservée à des trucs blockbusteriens ou autres, que ce qu'on appelle les petits films ou les films du milieu vont avoir de moins en moins de place pour exister. Et donc, le seul endroit où ils peuvent exister potentiellement, et notamment aux US, je pense que la France est un territoire quand même assez privilégié. Donc, ça concerne moins les Césars. Mais pour les Oscars, pour que des films indés puissent exister et vivre, il faut forcément qu'ils soient sur plateforme. Et donc, en fait, ça voudrait dire que sinon, aux Oscars, on se retrouvait avec que des Avatars, des Christopher Nolan, des Denis Villeneuve, pourquoi pas. Mais si on veut aussi avoir des plus petits films, et ben, en fait, finalement, la plateforme devient un terrain de jeu pour qu'ils puissent exister et ensuite être primés. Donc, ça me choquerait pas, concernant les Oscars, que des films passent par la case plateforme. En gros, dans la même catégorie ou tu créerais une catégorie à côté? Ah non, je pense dans la même. Ouais, ça, Ok. moi, ça me choque pas dans la même. Ouais. Bon, dernière question. Facile à poser, dur à répondre. Si t'étais une plateforme, tu serais laquelle? Ça veut pas dire que c'est celle que tu préfères. Hein. Non, tout à fait. C'est vraiment, tu serais laquelle? Je serais laquelle si j'étais une plateforme? Petit portrait chinois. Ouais, non, tout à fait. On va pas se mentir, tu m'avais envoyé le questionnaire avant, donc j'avais quand même un peu réfléchi. Et à un moment, je me suis dit, il y a quand même de la NBA sur Prime Video, il y a de la pop culture sur Disney+, il y a des trucs sympas sur Netflix. Mais comme j'ai un côté dégénéré, je vais dire Shadows. Ah ouais. Oh, les films d'horreur un peu nuls avec Voilà, je suis Willy l'ourson est un tueur. voilà, le gars qui fait peur avec des films qui sortent de nulle part. Voilà, je serais peut-être Shadows. Ça marche, c'est la première fois qu'on a Shadows. Merci beaucoup, Johan. Merci d'avoir été avec C'était nous. un plaisir, un grand plaisir. C'était super marrant. Ça a un goût de déjà vu, hein, tout ça. Tout ça a un goût de déjà vu. J'ai l'impression d'avoir fait une réunion de un vieux groupe qui s'est séparé, qui s'est remis ensemble. Très marrant. Et qui sait encore bien jouer ensemble. Absolument, Eh ouais. absolument. C'était Originals, saison 2, épisode 18 déjà. On remercie bien sûr Johan, journaliste cinéma indépendant, anciennement rédacteur en chef d'Allociné, qui était notre invité aujourd'hui. On remercie aussi notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien, ainsi que un gros big up à Magic Andou au montage. Ouais, bonne année les copains, ouais. Et quant à nous, on se retrouve vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, série, doc ou animé et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye bye. À bientôt.